Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui a marqué le Burkina Faso à jamais, celle de Norbert Zongo, le journaliste dont le combat pour la vérité l'a conduit au martyre. Pour jouir de sa liberté, il faut vivre. Cela s'entend que c'est très difficile pour les morts de pouvoir jouir d'une quelconque liberté. Dans les années 90, alors que le Burkina Faso vivait sous la poigne du régime de Blaise Compaoré, une voix s'élevait intrépide et implacable, celle de Norbert Zongo. Cet ancien enseignant, devenu journaliste d'investigation, n'avait qu'une seule arme, sa plume. Vous avez toutes les causes de la misère actuelle de l'Afrique dans son passé, pas très lointain. N'allez même pas jusqu'à l'esclavage, vous restez à côté de la colonisation et vous saurez exactement qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre un président africain aujourd'hui et le commandant de cercle qui n'est plus là. En 1993, il fondait le journal L'Indépendant, un hebdomadaire qui allait vite devenir un cauchemar pour les puissants. Avec un tirage impressionnant pour l'époque, il dénonçait sans relâche la corruption, la mauvaise gouvernance et l'impunité qui rongeaient le pays. Le premier numéro de L'Indépendant est là. L'Indépendant acquiert très vite une renommée grandissante. Le journal dénonce sans crainte les différents régimes africains. Mais le journal de Norbert Zongo révèle surtout des affaires impliquant le pouvoir du président Blaise Compaoré. Norbert Zongo avait pour seule boussole la vérité. En 1995, il lève le voile sur des détournements de fonds publics dans le secteur du coton, une enquête qui mettra le régime en difficulté et forcera le limogeage de plusieurs hauts responsables. Il y a vraiment une composante de criminalité politique et économique très importante dans ce régime. Et Norbert Zongo a été malheureusement peut-être trop seul à explorer cette dimension. Au-delà de ces enquêtes d'investigation, du fait qu'il commençait à s'en prendre de plus en plus, j'allais dire, aux familles régnantes du Burkina Faso, je crois qu'il était devenu aussi une idole de la jeunesse. Et il suffisait qu'il s'exprime pour voir la salle pleine à craquer, refusant du monde. Il était en train de fédérer tout un mouvement intellectuel et surtout jeune autour de ses préoccupations. Ça aussi, ça commençait à faire très peur. Une année après, sous le pseudonyme d'Henri Sebougo, il révèle un trafic de fausses monnaies impliquant des personnalités proches du pouvoir, une affaire qui fera grand bruit et suscitera l'admiration de ses confrères pour son courage. Il avait foi à son œuvre journalistique. Mais au-delà de l'œuvre journalistique, il avait foi en son pays, il avait foi à sa patrie. Et c'est à partir de là, justement, c'est ce qui lui a amené à faire un travail d'investigation assez poussé. C'est ce qui lui a amené à faire un certain nombre de réflexions assez mûries, etc. C'est d'abord et uniquement un paquet de convictions. Mais c'est son dernier grand fait d'armes qui le hissera au rang de héros et qui sonnera le glas de sa vie. En 1998, il se lance dans une enquête périlleuse sur la mort du jeune David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, le frère du président Blaise Compaoré. C'est pour cette affaire que Norbert, justement, a eu, à un moment donné, le courage de dire qu'au Burkina Faso, les vies humaines sont fauchées comme du fourrage et que ce sera le dernier mort. Norbert Zongo s'était lancé sur les traces de la mort de David Ouedraogo. Qu'est-ce qu'il fait Norbert? Il mène une enquête et il découvre, on s'en apercevra après, avec rigueur, parce qu'il ne se trompe pas beaucoup, il découvre que derrière le meurtre de David Ouedraogo, le chauffeur du frère du chef de l'État, il y a d'abord le frère du chef de l'État, il y a la garde présidentielle. Dont le rôle n'est certainement pas d'attraper des citoyens
de les envoyer en brousse, de les faire creuser leur propre tombe, de les ensevelir vivants, ou les avoir battus à mort, mis de l'essence, brûlés. Ça, ce n'est pas le travail de la garde présidentielle. Naturellement, tout être vivant ne pouvant résister à ces exactions, David Ouedraogo en est mort. Une affaire sombre de meurtre et de torture qui menait directement au cœur du pouvoir. Un matin, vous avez vu qu'un citoyen a été torturé à mort. Vous avez vu ça dans les journaux. Je veux parler d'un certain Ouedraogo David. Et qu'on nous a fait comprendre que le problème est revenu au niveau de la justice. Alors, si ce n'est pas indiscret, ce que nous voudrions savoir, à partir de cet exemple-là, comment l'opération a été menée au niveau de la justice. Est-ce qu'il y a une instruction qui a été faite? Comment ça se passe réellement? Le dossier est en cours. Le dossier de, comment dirais-je, d'une manière générale, le dossier du vol de numéraire de M. Ouedraogo. Du vol? Moi, je parle non, du meurtre. Ça fait partie là. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Et je crois que M. Zongo est déjà intervenu au niveau de la justice pour avoir des informations relativement à ce dossier. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez eu comme renseignement? Non, comme renseignement, j'ai eu que effectivement. Le dossier en cours. Ah non, le dossier en cours, ça c'est un mot enrobé. Ah bah écoutez, je ne sais pas, c'est non. Mais le dossier en cours, il y a eu un plaignant. À quel niveau? Il y a eu un plaignant qui est M. François Comporé, qui est venu se plaindre du vol de son argent. Moi, je parle du meurtre. Ça fait deux choses. C'est vous qui dites que c'est un meurtre. Bon, je vous dis que quand nous avons dit, c'est une définition bien précise. Mais quand nous avons dit qu'il y a eu tuerie d'homme, il y a eu tuerie d'homme. Quand nous avons dit ça, quelle a été votre réaction à vous, procureur? Quand vous avez dit à qui? Nous l'avons écrit à l'opinion publique. Vous êtes là pour l'opinion publique. Je ne suis pas là pour l'opinion publique, je suis là pour la paix sociale. Oui, mais c'est la paix sociale. La paix sociale de qui? De l'opinion. Le 13 décembre 1998, le pire se produisait. Le corps de Norbert Zongo et ceux de 3 de ses compagnons étaient retrouvés carbonisés dans une voiture. Norbert Zongo avait été assassiné à Sapuy sur la route de sa ferme. Norbert Zongo, alias Henri Sepgour, directeur de publication du journal Indépendant, est décédé hier d'un accident de la circulation dans les environs de Sapuy, dans la province du Ziro. Norbert Zongo est né le 31 juillet 1949. Il a fait ses études successivement au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Togo et au Cameroun. Il a d'abord été enseignant avant d'embrasser le journalisme. Il a exercé à Sidoya, puis au journal La Clé, où on le découvre sous le pseudonyme de Henri Sepgour. Peu de temps après, il fonde l'Indépendant. Journaliste, il était aussi écrivain. Il est l'auteur de 2 ouvrages, Le Parachutage, publié en 88, et Rubenga, édité en 90. La mort de Norbert Zongo a été un électrochoc. Loin de faire taire la presse, son assassinat a déclenché une vague de protestations sans précédent. Le collectif contre l'impunité s'est formé, unissant donc la société civile, les journalistes et les syndicats. Ce matin, ils étaient nombreux à se regrouper à la Bourse du Travail autour du collectif pour célébrer ce premier anniversaire de la mort de Norbert Zongo et de ses compagnons. Les membres du collectif avaient à leur côté la veuve de Norbert Zongo. Après le rassemblement à la Bourse du Travail, le cortège s'est ébranlé lentement vers le cimetière de Gunguin, où reposent les victimes du drame de Sapuy. Les manifestations se sont multipliées, exigeant justice pour Norbert Zongo et ses compagnons. L'onde de choc a fragilisé le régime de Blaise Compaoré comme jamais auparavant. La mobilisation, effectivement, s'est faite immédiatement. En réduisant le corps de ce valeureux fils du Burkina Faso à 5 kilos de viande, les criminels et leurs auteurs ont fabriqué une bombe de 5 mégatonnes qui va les emporter. Bien que la justice ait été longue et difficile, l'affaire Zongo est devenue le symbole de la lutte contre l'impunité. Il était en somme, je ne dirais pas piégé, mais prisonnier de la vérité.
Mais le caractère du héros, c'est de vivre avec la vérité. Chaque 13 décembre, le Burkina Faso se souvient de son martyr. Le 13 décembre, 4e anniversaire de la mort du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons, à la Maison du Peuple, amis, parents et sympathisants sont venus ce matin pour se souvenir et rendre un hommage à la mémoire de notre confrère disparu. Le collectif des organisations de masse a marqué le 5e anniversaire du drame de Sapuy par une marche-meeting cet après-midi. Norbert Zongo, 10 ans après, on se souvient. Un souvenir que le collectif des organisations de lutte contre l'impunité au Burkina entend faire revivre tous les 13 décembre. Sa citation « Je préfère mourir debout que de vivre à genoux » est devenue le cri de ralliement de tous ceux qui luttent pour la justice et la liberté. Allons à présent à la rencontre de notre témoin de l'histoire, M. Edouard Ouedraogo, le directeur de publication du journal L'Observateur Palga. Bonjour Monsieur Ouedraogo. Bonjour. Alors Monsieur Ouedraogo, je rappelle que vous êtes journaliste et j'insiste bien sur le mot journaliste parce que Norbert Zongo également était journaliste, mais lui plus le regard tourné vers l'investigation. Alors il menait des enquêtes qui dérangeaient le pouvoir en place à l'époque. Alors dites-nous, aviez-vous donc conscience des risques que prenait Norbert Zongo? J'en avais vraiment pleine conscience. Et je me rappelle qu'en 1996, soit 2 ans avant les tragiques événements de Sapuy, on était allés ensemble à Dakar pour un séminaire journalistique et on a passé une semaine ensemble au cours de laquelle je lui avais fait part de mes appréhensions, non pas pour le genre journalistique qu'il a adopté, qui consistait en l'investigation. C'était tout à fait normal que la presse se diversifie. Moi, ce qui m'intriguait et ce qui m'inquiétait, c'était la façon, ou du moins le fait qu'il se soit souvent laissé entraîner par des gens qui n'ont rien à voir avec la presse en tant que telle, c'est-à-dire des syndicalistes et des hommes politiques à faire un certain nombre de choses. Et c'est justement au cours d'une sortie à Kaya, où il a été animé une conférence commanditée par une grande centrale syndicale, qu'il a échappé vraiment de justesse, qui passe aujourd'hui en tout cas pour un empoisonnement. En tout cas, après la conférence, ils ont mangé des pâtes alimentaires et curieusement, c'est lui seul qui a été dans la soirée victime d'une intoxication dont il a failli mourir. Ça m'a fondé dans mes appréhensions. Je disais, fais attention Norbert, parce qu'il y a des gens qui t'utilisent, qui ne veulent pas peut-être avancer à visage découvert et qui, toi, t'utilisent en tant que journaliste, parce qu'évidemment, tu es journaliste, tu peux faire un certain nombre de choses et eux, ils se cachent derrière avec leurs agendas. Mais que vous a-t-il répondu? Ou du moins, comment est-ce qu'il a agi après votre... Norbert Zongo était une espèce de... C'est un bohème. Il prenait la vie vraiment du bon côté. Il m'a dit, oh, tu sais, je sais, grand frère, bon, ils peuvent toujours faire, et moi, je sais où je vais. Parce que finalement, sa passion, c'était moins le journalisme que le ranch, là, qu'il menait à Sapuy. Il m'avait d'ailleurs invité à y aller, et j'avais promis qu'on irait un jour, effectivement, dans ce ranch-là. Alors, on sait que le parcours de Norbert Zongo s'est arrêté le 13 décembre 1998. Il a été assassiné à Sapuy. Alors, dites-nous comment cette information-là de son assassinat a été perçue par les populations. Évidemment, dans la population, c'était une stupeur. Une stupeur. Surtout quand on a su que c'était un assassinat. Parce que, initialement, personnellement, j'étais dans l'incrédulité et dans une certaine sidération quand le lundi matin j'ai appris son décès et on a parlé d'un accident de la circulation sur l'axe de Ouaga-Léo. Personnellement, je ne pensais pas qu'on puisse lui en vouloir au point d'aller attenter à sa vie. Mais par la suite, évidemment, on a été obligé de se résoudre à l'évidence qu'effectivement, ça avait été un attentat
contre lui. Donc, c'était une consternation et une sidération générale et ça a entraîné tout ce que vous savez. Est-ce qu'au fond de vous, vous ne vous êtes pas dit quelque part, si Norbert m'avait écouté? Bon, c'est toujours facile. Ce que je vous ai rapporté en ce qui concerne notre conversation, nos échanges à Dakar. Des gens peuvent croire que c'est une construction après coup. Or, je suis sincère dans ce que je dis. Je n'aime pas dire ce que vraiment je ne pense pas. Alors, quand je dis quelque chose, c'est que vraiment je pense que c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. Je l'avais mis en garde. Et malheureusement, mes appréhensions se sont vérifiées. Alors, après la mort de Norbert Zongo, est-ce qu'il y a pas une certaine chose qui s'est installée dans la pratique journalistique, notamment en ce qui concerne, j'allais dire, le domaine de l'investigation? Je ne pense pas. Je pense plutôt que, comme on peut dire, comme diraient peut-être certains exégètes ou certains, ça a été la Félix culpa, l'heureuse faute qui a peut-être boosté l'amour du journalisme d'investigation dans notre pays et bien au-delà. De ce point de vue-là, on peut dire que le sang de Norbert a été vraiment une semence de journalistes et même de journalistes d'investigation. Le collectif contre l'impunité a engagé donc une lutte pour réclamer justice pour Norbert Zongo. Alors, comment décriviez-vous l'atmosphère lors de ces rassemblements? Bon, le collectif a fait un travail incommensurable et malheureusement, évidemment, ces efforts-là n'ont pas été couronnés de succès, mais disons en tout cas que ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce combat-là, c'est que ça a accouché d'une grande conscience. Ça a été vraiment l'éveil de la conscience citoyenne, d'une vraie conscience citoyenne. Elle est née à partir de l'assassinat de Norbert Zongo et des efforts du mouvement du collectif pour que la vérité soit connue. Là-dessus, évidemment, là aussi, j'ai un problème parce que je fais partie d'une association de la société civile qui ne s'est pas associée formellement à la lutte du collectif. Parce que moi, j'estimais que ce n'était pas bon justement que de s'engager organiquement avec les organisations syndicales et surtout avec les organisations politiques, les partis politiques, parce que les partis politiques pouvaient avoir leurs agendas cachés derrière cette idée de lutter contre l'impunité et pour la manifestation de la vérité. Pour moi, je voulais que justement, on puisse faire des actions ensemble, mais pas organiquement. Et je suis convaincu que c'est justement la politisation du collectif, dans une certaine mesure, retarder la manifestation de la vérité. Je le dis en pesant mes mots, parce que quand le pouvoir s'est rendu compte effectivement que là, évidemment, ces sbires étaient allés trop loin et qu'il pouvait lui-même risquer de perdre totalement, pas seulement la face, mais peut-être totalement la main sur les affaires, alors il s'est rédit et au lieu même de livrer ceux qui ont fait cette affaire, il les a protégés justement pour se protéger lui-même. Et je suis convaincu, là aussi mes prédictions se sont plus ou moins vérifiées, c'est la politisation de l'affaire qui a, selon moi, retardé la manifestation de la vérité, qui jusqu'à présent n'est pas faite, puisque, on ne sait pas formellement quels sont les responsables des événements de Sapui. Alors justement, j'allais vous poser la question, quelle a été donc la réaction du gouvernement et de la police face donc à cette mobilisation citoyenne? Je dois dire que il y a eu une... Parce que vous avez parlé tantôt de protectionnisme de l'État vis-à-vis des commanditaires de cet acte. C'était l'instinct de conservation, c'était l'instinct de conservation. Mais il y a eu quand même de la mesure, parce qu'ils ont évité d'ajouter le sang au sang. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il y a eu pas mal de choses, mais en tout cas, moi je pense qu'ils ont mis tout en œuvre pour éviter une répression aveugle qui aurait effectivement débouché, peut-être au départ anticipé du régime Blaise Compaoré, mais évidemment sur un monceau de cadavres.
Et tout à l'heure, vous disiez que jusqu'à aujourd'hui, la vérité n'a pas réjailli au grand jour. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer, j'allais dire, cet état de fait? Comme l'affaire s'est politisée et que finalement, bon, les choses ne sont pas allées vite comme elles auraient dû évoluer. Il y a pas mal de protagonistes de cette affaire-là qui sont morts de leur plus belle mort. Et aujourd'hui, bon, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose hein, de gars qu'on puisse vraiment inculper de manière formelle pour cette action-là. Il y a peut-être des complices, mais bon, en tout cas, les auteurs principaux là, ils sont presque tous morts. Et tout ça parce que justement la procédure, en raison justement de l'enlisement politique du dossier, et n'ont pas pu être coincés à temps. Alors que si les choses n'avaient pas été politisées, selon moi, c'est selon mon analyse, nous savions tous comment finalement certaines personnes, surtout ceux qui étaient autour de la garde présidentielle, souvent quand ils commettent des actions, ils sortent, ils s'en vantent auprès de leurs maîtresses dans les gargotes et autres. Mais pour ce coup-là, la réaction était telle et le régime s'est tellement senti menacé dans ses fondements que les auteurs, bon Dieu, se sont terrés et n'ont pas osé fanfaronner comme ils aimaient le faire pour les autres cas qu'on a eu à déplorer. Alors, quelle place occupe aujourd'hui Norbert Zongo dans le monde journalistique? Bon, c'est une icône. C'est une icône. Bon, vous savez, l'histoire lui rendra témoignage, faute qu'on ait pu aujourd'hui lui rendre justice. Il restera, vous savez, bon, la justice des hommes, ou du moins la justice immédiate, là, n'est peut-être pas forcément la vraie justice. La vraie justice sera d'abord celle que l'histoire va lui rendre, celle que la mémoire collective va lui rendre, et finalement, celle que peut-être, pour ceux qui croient, celle que la providence, Dieu, la justice de Dieu, va un jour rendre à ce célèbre confrère. Alors, en tant que témoin, quel est le message le plus important que vous tirez de cette période de l'histoire du Burkina Faso? Bon, ça a été vraiment à la fois la période la plus héroïque et la plus tragique. Héroïque en raison de la lutte pour que la vérité éclate, héroïque pour le retentissement que cela a eu au-delà de nos frontières, mais tragique aussi dans la mesure où finalement tout cela s'est assis sur l'assassinat d'un homme et d'un certain nombre d'autres, c'est-à-dire d'un homme de juste au sens philosophique du terme. C'est des justes ceux qui ont péri ce jour-là. Alors, vous qui l'avez personnellement connu, côtoyé, si je peux le dire ainsi, alors quel souvenir gardez-vous aujourd'hui de Norbert Zongo? Je pense que le souvenir que je garde de lui, c'est le souvenir que garde même, bon, peut-être vous ne l'avez pas connu, je ne sais pas si vous l'avez connu personnellement. Non, pas personnellement. Bon, oui, donc, mais vous le connaissez par le fait de ses actions, du fait même de la renommée commune. Tout à fait. Commune. Bon, je pense que ça, bon, s'il y a quelqu'un à canoniser dans notre profession, si on devait canoniser quelqu'un, bon, il serait notre premier saint. Merci, Monsieur Drago. Merci. Aujourd'hui, Norbert Zongo est une icône, des lieux portent son nom, des artistes lui rendent hommage et son héritage est vivant. Son sacrifice continue d'inspirer la jeunesse et de maintenir l'espoir d'un Burkina Faso libre et juste. C'est tout pour cette émission. Bien merci à vous d'être restés avec nous. On se retrouve très vite pour feuilleter encore d'autres pages de l'histoire du Burkina Faso. À très bientôt.